Vas-y Jean-Pierre, c'est à toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue au Digital Skills Forum de digitalcity.brussels. Je suis Jean-Pierre Rucci, directeur général de Digital City Brussels. Après notre inauguration de l'automne 2020 en distanciel, la crise ne nous aura décidément rien épargné. Nous avions l'ambition de vous accueillir dans nos belles infrastructures d'Oderghem pour vous présenter et vous accueillir dans le cadre de cette table ronde sectorielle. Écoutez, cette partie remise, nous ferons ça plus tard. Vous êtes de toute façon les bienvenus chez nous. En tout cas, Digital City Brussels vous souhaite la bienvenue au Digital Skills Forum, un, un forum qui se veut en deux temps, une série de conférences dans un premier temps et une table ronde. Donc, il y aura effectivement deux liens, un lien pour participer aux conférences et écouter nos experts et un autre lien que vous devrez suivre effectivement sur Livestorm pour participer à la table ronde si vous le souhaitez. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez encore le faire tout à l'heure à la fin des présentations. Je reviendrai dans quelques instants sur le programme. Au préalable, je souhaite remercier nos experts et conférenciers pour leurs prochaines interventions de qualité durant cette matinée. Je souhaite aussi remercier les collègues qui travaillent depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois à la préparation de cette rencontre. Et je souhaite aussi dire merci au public d'être présent ce matin. Comme vous le savez, Digital City Brussels est un partenariat public-privé. C'est une concertation qui se situe tant dans la gestion de notre structure que dans l'approche de la thématique du jour. Comme pour Digital City, nous avons voulu donner la parole aux acteurs publics et privés pour mettre en perspective aussi bien les constats, les attentes et réponses des uns et des autres dans le cadre de la problématique des digital skills ou plus communément appelées des compétences numériques. À l'origine, le but de nos tables rondes sectorielles est de faire une fois tous les 2 ans environ, le point sur la situation du secteur numérique à Bruxelles, sous un angle différent, une approche différente à chaque fois. Cette année-ci, nous avons voulu aborder l'état des lieux des compétences digitales à Bruxelles en la situant et également de faire l'état de la situation des métiers en pénurie avec pour toile de fond l'impact de la transformation digitale sur la société, mais surtout sur le milieu professionnel. Une transformation digitale qui, évidemment, vous le savez, a pris un essor inattendu avec la crise Covid que nous traversons tous depuis près de 2 ans. Cette thématique est assez ambitieuse, me direz-vous, mais gageons que nous puissions parvenir à y voir plus clair d'ici la fin de la matinée. En préparant ce forum, mes collègues ont trouvé une citation de John Fitzgerald Kennedy. Et en fait, c'est en 1963 que le président John Fitzgerald Kennedy, lors d'une visite en Allemagne, a déclaré ceci: Change is the law of life, and those who look only to the past or present are certain to miss the future. Le changement est la loi de la vie, et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de manquer l'avenir. C'est finalement une citation qui colle assez bien à la vitesse du changement d'aujourd'hui et à l'absolue nécessité d'une mise à jour de nos compétences digitales pour affronter les défis de demain. Nous le savons tous, avec la digitalisation, la transformation numérique, désormais, d'énormes changements se produisent. Ils perturbent les entreprises, le marché du travail, les emplois, les professions, mais aussi la vie des citoyens dans le monde entier, les hommes et les femmes. Nos anciennes façons de faire les choses sont en train de changer ou carrément de disparaître. Les citoyens comme les entreprises doivent désormais s'adapter aux innovations numériques, aux nouvelles technologies émergentes, à l'évolution des cultures et aux nouveaux modèles et processus commerciaux pour exister ou être compétitifs ou tout simplement pour vivre, voire survivre. Il est donc important de prendre conscience de ces changements et de ce qu'ils signifient dans notre société, nos activités, nos entreprises, mais aussi sur notre mode de vie et notre cadre de travail. Pour ce faire, donc aujourd'hui au programme de cette matinée, dans un premier temps, une série d'experts, de personnalités vont nous donner un aperçu de leur approche sur ces questions des compétences numériques. Cet aperçu se fera en 3 paliers. D'abord, une approche des compétences numériques de base et de la manière de les développer.
Ensuite, l'approche des compétences numériques sur le plan professionnel, avec la question de la pénurie de certains métiers et de l'impact de la digitalisation sur le monde professionnel. Et enfin, les réponses actuelles pour Bruxelles en termes de formation et de perfectionnement en compétences numériques, tant sur le plan des initiatives publiques que privées ou de partenariats, évidemment. Nos intervenants sont, on ne la présente plus, Saskia Van Uffelen, Digital Champion Belgian and National Coalition Lead Digital Skills and Jobs. Merci d'être présente. Tania Mahamari, coordinatrice inclusion numérique pour la région de Bruxelles-Capitale, CIRB. Merci également. Jeroen Fransen, Senior Expert Talent, Labour Market and Organization d'Agoria. Stéphanie Peremans du Sephora, Service and Product Portfolio Manager. Et enfin, Olivia Petito, directrice générale de Bruxelles Formation. Je vous remercie tous les 5 d'être présents pour cette table ronde et ces conférences de ce matin. N'hésitez pas, lors de ces conférences, à poser vos questions. Vous avez un onglet questions. À côté de l'onglet chat, vous avez un onglet questions. Ma collègue Samia s'efforcera de noter toutes ces questions et de les reprendre au moment opportun. Donc, comme je vous le disais, à l'issue de ces exposés, je vous donnerai rendez-vous via un autre lien à la table ronde. La table ronde aura un double objectif sur base des présentations qui auront été faites, des éléments qu'on aura pu récolter pendant les conférences. Tout d'abord, de définir un peu la marche à suivre et la mise en place d'un plan d'action pour combler la disparité entre les profils digitaux disponibles sur le marché de l'emploi et les métiers en pénurie, avec comme sous-question comment on peut aider les entreprises à y voir clair et les soutenir pour trouver ou former son personnel. Et deuxième objectif, c'est comment renforcer le rôle de Digital City Brussels dans une politique de digitalisation et dans un contexte de pénurie des métiers digitaux. Voilà donc pour la table ronde. Le panel sera complété par la présence de 2 représentants d'entreprises du secteur, Proximus et Fujitsu, en la présence de Madame Chantal Mertens et de Monsieur Kim Van Petegem, que j'aurai l'occasion de vous présenter tout à l'heure. La matinée sera clôturée par l'intervention du ministre Bernard Clairfailly, ministre de l'Emploi, de la Formation et de la Transition numérique. Dernier petit point, un rapport de synthèse de cette conférence et de la table ronde seront disponibles début 2022. Ce rapport sera joint évidemment à notre rapport d'activité, mais surtout, il constituera un élément central des futurs plans d'action de Digital City pour les années à venir. Nous serons 2 à modérer les débats durant cette matinée. Aussi, je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Christina Galouzis, qui est responsable de projet au niveau de la veille chez Digital City Brussels et qui sera aussi modératrice des débats du jour pour le lancement des présentations et des conférenciers. Merci de votre attention. La parole est à toi, Christina. Oui, merci Jean-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce cycle de conférences. Donc, pour rappeler, donc comme l'a dit Jean-Pierre, les questions doivent être posées dans l'onglet questions. C'est ma collègue Samia qui travaille en fond, qui va les recueillir et qui va les placer au moment opportun lors de la table ronde. C'est moi qui vous les présenterai. Donc pendant les conférences, il n'y aura pas de réponse aux questions, ça sera par après dans la deuxième partie de la matinée. Pareil, donc pour assister à la table ronde, ma collègue Samia a déjà mis dans le chat le lien pour vous inscrire à la table ronde. Donc n'hésitez pas si vous voulez poursuivre avec le débat. Et je rappelle également très rapidement aux intervenants de bien respecter le timing de 20 minutes pour être sûr de pouvoir être dans les temps pour tout le monde. Donc voilà, bienvenue et donc je vais passer directement la parole à Saskia Van Uffelen qui va donc présenter sa présentation, un écosystème pour booster le développement des compétences numériques. Je vous passe la parole Saskia, merci. Merci Christina et félicitations à toute l'équipe. Un démarrage en 2020 d'une initiative comme le vôtre n'était pas évident. Donc, je vous félicite avec votre persévérance et votre courage et je vais essayer de le cadrer pour quelque chose qui est très important. Je me présente, je suis Saskia Van Uffelen et je représente le gouvernement belge pour la Commission européenne pour exécuter l'agenda numérique en Belgique. Ça veut dire que j'essaie de sensibiliser l'écosystème local dans 5 domaines, tout ce qui est le gouvernement numérique, la sécurité numérique, l'infrastructure numérique,
l'économie numérique est quelque chose qui n'est pas le dernier, mais certainement pas le moins important, ce qui est tout ce qui est les compétences et les jobs numériques. Dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je dis toujours, c'est ma responsabilité sociétale. Je trouve que tout le monde a aussi donné quelque chose à la société et moi j'essaye de le faire par cette fonction-là. Parce que je tiens beaucoup d'importance au futur, hein, mais de créer un futur qui est un futur inclusif. On a besoin, et Jeroen Frans va le démontrer avec des chiffres très spécifiques, on aura besoin de tous et de tout le monde active au marché d'emploi pour qu'on puisse réaliser pas seulement l'économie, mais l'économie est important aussi bien parce que ça peut nous payer notre sécurité sociale et nos pensions, mais aussi parce que c'est bon pour la santé. Ça peut nous aider, ça peut nous aider d'être tout à fait en ligne et en harmonie avec les motivations personnelles. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même constaté que 2020 était une année extraordinaire, mais aussi qu'ils ont réalisé qu'il faut quand même trouver un nouveau équilibre entre welfare et well-being, welzijn en welvaart, la prospérité et comment est-ce que je me sens, hein. On n'a jamais eu autant de discussions au niveau de work-life, au niveau de home working, comment est-ce que je peux travailler avec une équipe qui n'est pas tout à fait présente, le changement de toutes les rôles, des compétences qui sont nécessaires et comment est-ce qu'on peut mieux soutenir toutes les citoyens et tous les citoyens belges pour y arriver. Maintenant, une définition est toujours important de clarifier. Et quand je dis les compétences numériques, je vais quand même essayer de vous dire ce que je comprends à ce niveau-là. Si on Ça c'était un peu trop vite, hein. Une image dit beaucoup plus que beaucoup de texte. Hem, Ceci, c'est une image, si je me tournais le dos vis-à-vis de la caméra, les gens auraient une réflexion un peu bizarre. Par contre, ceci est fait, dans les élections, les avant-dernières élections, aux États-Unis. Tout le monde se tourne le dos vers la personne qui est le plus important dans la salle. Moi, je suis né dans l'année où je suis né, donc je suis un boomer. On aurait dit: «C'est pas respectful». On doit regarder les gens dans les yeux. Ceci, c'est la compétence numérique et le monde numérique n'est pas une question de compétences techniques seulement, parce que c'est un changement de la société et j'entends encore beaucoup de gens en disant: «Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas pour moi». Non, c'est pour tous et pour tout le monde, aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés, pour l'économie, pour la santé, pour l'éducation, pour tous les secteurs. Dans le monde connecté, tout le monde doit être, participatif dans cette évolution. Quand j'ai dit: «Le monde est connecté» et heureusement et mon cœur est avec tous les gens qui ont été impactés ou bien physiquement ou bien psychologiquement par le virus, mais on a eu encore nos bâtiments, on a encore eu l'électricité, on a encore eu l'énergie et on a encore eu la technologie qui a quand même montré que ça peut aider aussi comme un outil pour laisser bien fonctionner tous les secteurs et tous les segments. Donc c'est pas une question, est-ce que ce n'est que pour le secteur de la technologie, comme certains, le mentionnent encore? Non, ça peut aider l'individu dans sa situation personnelle, ou ça peut aider dans toutes les professions. Par contre, le fait que tout le monde, tous et tout le monde est connecté, ça met le monde à l'envers, hein. On n'a jamais vu autant de réactions, sur social media, fake news ou de la vérité et des facts, mais aujourd'hui, c'est les discussions des parents qui disent qu'ils sont pas d'accord que les enfants de 6 ans doivent porter des masques et ils se comportent comme ministres mieux que les ministres eux-mêmes. Quand on doit aller chez le médecin, ben, on rapporte d'abord Google, pour savoir, et puis j'ai besoin d'un médecin qui m'explique pourquoi j'ai pas raison dans mon analyse. Donc le monde est à l'envers, hein. Avant, il y avait le business, le gouvernement, l'éducation qui guidait le monde et puis on était là pour exécuter. Maintenant, c'est l'individu qui dit: «Moi, je voudrais avoir ça et ça et ça» et c'est la personne, l'individu, l'équipe ou l'organisation qui est le plus flexible pour s'adapter à ces changements de besoins qui sera effectivement, successful, dans le futur.
Et ça, c'est valable pour tous les secteurs. Et on a vu beaucoup de sociétés qui travaillaient dans l'horeca, qui n'était pas nécessairement le secteur le plus évident, les dernières années. Mais par contre, il y en a qui ont transité assez vite vers, une vente online ou cook à la maison ou certains business models qui étaient différents. Ça fait aussi partie des compétences numériques. Comment est-ce que je peux définir un nouveau modèle financier? La Belgique est un pays qui est assez organisé, pas seulement régional, mais aussi sectoriel. Hein. On a un secteur de finance, secteur d'éducation, on a le gouvernement, on a le secteur de transport, et puis on a le secteur de la technologie. Ben, dans le futur, le concurrent ne vient plus du secteur. Je donne un exemple, si demain on doit tout rouler avec des voitures électriques, ben, on doit les charger. Qui va gérer les stations les charging stations? Est-ce que ce sera le secteur d'utilité? Est-ce que ce sera le secteur du transport? Est-ce que ce sera une société de voitures? Est-ce que ce sera une société technologie? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc pour vraiment définir quelles sont les professions qu'on a besoin, ben, c'est lié à la solution qu'on va définir. Je donne un autre exemple. On a beaucoup d'objectifs maintenant pour réduire l'émission. Le ciment prend 6 de l'émission par an. Ça veut dire qu'on aura besoin d'un bioarchitecte qui nous aide à construire des maisons qui utilisent plutôt des matériaux comme par exemple le bois et qui évitent l'utilisation du ciment. Donc les changements de profession, les changements de compétences sont pas nécessairement seulement liés avec la technologie, mais c'est un changement dans la société en quoi on vit. Ma vision pour 2040, juste pour vous la partager, moi comme citoyenne, je voudrais avoir en 2040 une facture par mois. Et cette facture doit intégrer, l'utilisation de gaz, électricité, intégrer en même temps l'assurance, peut-être l'éducation, le transport, le télécom. Et entre maintenant, 2021, 2022 et 2040, j'attends que tous les secteurs se mettent ensemble pour que moi, comme citoyenne, j'aurai une facture consolidée. Ça crée de nouvelles opportunités et c'est juste ce changement qui va aboutir à des besoins de nouvelles compétences, au-delà, bien évidemment, des compétences techniques, mais aussi au-delà des compétences techniques, spécifiques. Si on a la flexibilité, si on a l'agilité à Bruxelles d'évoluer dans ce sens-là, on a une opportunité gigantesque. Si on rate cette opportunité, ben, il y a peut-être un risque qu'un des global partners comme un Amazon reprendra la place pour effectivement m'offrir cette opportunité. Quand on parle de numérique, bien évidemment, on parle de data. Data est important et de connaître, je ne demande pas de tout le monde de devenir un expert en intelligence artificielle. Mais par contre, tout le monde doit savoir que si je mets des photos sur les social media, que je peux plus les enlever, que je ne peux les aspects de phishing, c'est important, que je peux analyser les adresses email. C'est un langage qui est un langage à côté du néerlandais, le français, l'allemand, c'est un langage sociétal qu'on a effectivement besoin. Et on discute beaucoup au niveau de sécurité et de GDPR, mais je vous demande tous votre support. On est tous responsables pour gérer les data qu'on gère aujourd'hui d'une façon éthique. C'est pas la responsabilité d'un ministre, c'est pas la responsabilité d'un chief data officer, mais c'est la responsabilité de tous et de tout le monde. Si je vois de temps en temps comment les adultes communiquent en social media, j'ai honte. Parce que si j'entends les enfants qui nous prennent comme des role models et qui nous copient, on peut se demander si c'est l'erreur de l'enfant, l'erreur de la technologie, mais c'est peut-être l'erreur de notre responsabilité comme adultes. Et ça, c'est une responsabilité sociétale qu'on a certainement à prendre tous. Mais il y a d'autres limites à côté de la technologie. Et je les explique parce que c'est important quand vous parlez plus loin dans quels seront les métiers du futur, quelles seront les compétences qu'on aura besoin, que j'ai aussi l'occasion d'ajouter cette dimension. Premièrement, on ne peut plus continuer sur le même modèle financier. Moi, j'étais actif que plus que 30 ans dans des sociétés internationales locales. Je ne peux plus faire plus avec moins.
On a tiré sur l'élastique, je peux le faire 1 trimestre, 2 trimestres, 1 an, 2 ans, mais puis l'élastique, il casse et ça fait mal. On doit trouver d'autres moyens d'utiliser, l'argent et l'initiative Digital City est une initiative qui est un exemple. On a besoin des autres façons de travailler avec public et private. On a besoin d'utiliser les fonds qui sont des fonds limités d'une autre façon. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble pour qu'on peut utiliser le même budget, mais d'une façon beaucoup plus efficace. Donc écosystème, travailler ensemble, collaborer cross-sector est essentiel à ce niveau-là. Deuxième élément, il y a une grande différence entre automating et la description. Jeroen Frans va expliquer qu'on aura 541 000 fonctions en 2030. On n'a même pas les gens physiques pour les exécuter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit automatiser le plus possible pour qu'on puisse libérer ces personnes physiques, les former, reformer avec d'autres compétences pour les utiliser pour exécuter les fonctions nécessaires. Donc, automatisation n'est pas mauvais pour le marché d'emploi, même au contraire, ça donne la possibilité de mieux soutenir dans tous les secteurs, si c'est l'éducation, même la santé, les sociétés de services ou les sociétés de production, mieux soutenir l'économie future. Mais ça n'a rien à faire avec l'aspect disruptif. L'aspect disruptif, c'est qu'est-ce que je vais faire demain, ce que je ne fais pas aujourd'hui. On doit oser, souvenez-vous, l'exemple que j'ai donné pour les voitures électriques, mais je peux en donner un autre. Une structure de société d'assurance, si on a des voitures où on n'a plus besoin de conducteurs, de self-driving cars, comment est-ce qu'on va faire l'assurance? Est-ce que c'est la société d'assurance? Est-ce que c'est le secteur de transport? Est-ce que ce sera une structure de construction de voitures? Est-ce que ce sera une société technologie? On doit commencer à définir d'autres solutions qui vont générer le travail, qui vont générer le profit, l'économie, de demain. À côté du modèle financier, à côté de la technologie, on a aussi un défi au niveau de comment est-ce qu'on va gérer nos équipes. Je lis beaucoup de choses aujourd'hui au niveau de new way of working. Personnellement, je ne crois pas dans un nouveau way of working. Ce sera pas dans les bâtiments ou, à la maison, ce serait un monde hybride et pas seulement parce qu'on a vécu 2020, mais parce qu'on a différentes générations avec différentes attentes. On a différentes cultures avec différentes attentes. On a tous pouvé goûter un tout petit peu qu'est-ce que la vie peut être sans être dans le trafic et il y a certaines personnes qui disent: «Moi, je suis seul dans un appartement, j'en ai marre, je veux retourner au bureau». Donc c'est pas une question de new way of work, c'est une question de quelle sera la nouvelle façon, mais beaucoup plus important, quels seront les managers, quelles seront les compétences managériales, quelles seront les compétences au niveau de leadership qu'on aura besoin? Comment est-ce que je peux inspirer des gens quand je les vois pas au bureau? Comment est-ce que je peux les inspirer par un video call? Et pour moi aussi une compétence numérique qu'on aura besoin dans le futur. Ça veut dire qu'on doit essayer de créer une société qui est une société inclusive et ça tombe bien parce que ça veut dire que tous les objectifs au niveau de, sustainability sont des objectifs qui sont importants. C'est pas pour mes enfants, c'est pas pour mes petits-enfants, c'est pour eux, mais on doit y démarrer aujourd'hui. Et ça veut dire que c'est ça que j'ai essayé d'écrire dans mon livre, qui est apparu dernière année. C'est comment est-ce qu'on peut oser aujourd'hui pour créer un monde qui est un monde où on peut gérer, travailler, apprendre et vivre, d'un équilibre, correct. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé les dernières 10 années pour créer un écosystème au niveau de compétences numériques. Digital City est un bon exemple, que de faire partie de cet écosystème, qui ont bien compris qu'on a un certain défi dans le marché d'emploi et qui mettent tout l'écosystème à leur disposition et l'écosystème
pas seulement l'écosystème direct au niveau de formation, mais l'écosystème au niveau des regroupements qui s'occupent au niveau des chômeurs, l'écosystème au niveau d'inclusivité, l'écosystème au niveau de formation. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ça fait 10 ans que je le fais et je le compare avec d'autres États membres. On a en Belgique énormément de bonnes initiatives pour développer skilling, upskilling et reskilling. Mais pour moi, il manquait un dernier élément. Moi, j'habite à Londerzeel, donc je dis toujours Corneel de postbode van Londerzeel, mais comme c'est maintenant pour Bruxelles, je vais dire Marcel, le facteur de Bruxelles. Le pauvre, s'il veut se développer dans ses compétences numériques, il n'a peut-être pas encore une idée où aller. Et donc, c'est dans ce contexte-là, avec le support de l'Europe et beaucoup de founding partners, qu'on a annoncé il y a 2 semaines The Home of Digital Skills in Belgium. Et c'est une plateforme que vous pouvez déjà jeter un coup d'œil au niveau de digiskillsbelgium.be, qui est une grande maison. Et dans la maison, il y aura différentes chambres. Et dans les différentes chambres, il y a différentes initiatives. Et donc, la seule chose que je fais, c'est je mets ces initiatives dans l'étalage et toutes les initiatives de l'écosystème Digital City feront certainement partie. Et moi, je mets le dernier élément, comment est-ce que je peux connecter le citoyen, la citoyenne qui veut se développer dans ses compétences numériques. Bien entendu, c'est pas seulement des compétences techniques. La créativité et l'innovation est une compétence numérique. Tout ce qui est l'aspect multilinguistique peut être une compétence numérique. Travailler cross-sector, comme j'ai donné des exemples, est une compétence numérique. Définir des nouveaux modèles financiers est une compétence numérique. Et donc, pour vous donner quelques images, on essaye d'inspirer des gens. Donc, quelles seront les bonnes initiatives qu'on a fait? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe au niveau de financement de certains projets? Depuis 2015, on a en Belgique Digital Belgian Skills Fund. Ce n'est qu'un exemple où est-ce qu'on peut trouver de l'argent. On peut se mettre des vidéos, des témoignages. On a ajouté le Digital Skills Passport d'Agoria qui donne déjà la possibilité aux citoyens de se mesurer où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on a une liste des initiatives où je peux éventuellement dire, moi je suis un employeur, je veux développer en compétences en intelligence artificielle, quelles seront les initiatives qui existent et comment est-ce que je peux les contacter. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, Digital City est un partenaire très actif pour soutenir cette initiative. On l'a annoncé le 18 novembre et le but, c'est si vous avez connaissance de certaines initiatives qu'on voudrait bien mettre dans l'étalage, n'hésitez pas d'aller vers le website. On remplit la maison entre maintenant et mars l'année prochaine avant qu'on fait vraiment la communication vers le citoyen en espérant qu'en 2030, les 12 millions de Belges seront tous des digital champions. Pour fin, je crois qu'il y a encore une petite vidéo et je prendrai certainement avec volonté les questions lors du débat, Christine, comme tu avais mentionné. Merci Saskia. Ma collègue Samia est en train de lancer la vidéo. Oui, Un grand merci. On a des questions donc pour vous, mais elles seront répondues, comme vous l'avez dit, à la table ronde. Entre-temps, j'en profite pour rappeler donc que vous pouvez poser vos questions, qu'elles seront répondues à la table ronde et que si vraiment elles ne peuvent pas être répondues, on va en prendre note et vous répondre par écrit et envoyer les questions aux intervenants et vous les retourner par écrit. C'est bon pour la vidéo? OK. On a un petit souci technique, désolée. c'est pas Qu'est-ce grave. que je peux dire de plus? Donc pour rappel, pour les gens qui sont revenus entre-temps, la conférence la journée se, scinde en 2 parties. Donc le cycle de conférences, avec la présentation comme celle que vous venez d'entendre, de madame Van Huffelen, mais également aussi, une deuxième partie avec un débat, avec une table ronde qui portera sur les thématiques de la journée, pénurie des métiers, politique de digitalisation et cetera et notamment le rôle de Digital City Brussels dans tout ça.
OK. Et écoutez, Saskia, je suis désolée, on a un La petit souci technique. technologie n'aide pas toujours, Voilà, Christine. on va peut-être passer à la prochaine présentation, si ça va pour Samia qui est, oui. Et on va donc peut-être passer à la prochaine présentation et on passera votre vidéo par après. Comme ça, on a le temps de la recharger sur le système. Pas de Heu, souci. je je 2 secondes. Bonjour. Bonjour Tania, merci en tout cas d'être parmi nous. On a une petite demande, vis-à-vis de vous, c'est de savoir, si vous pouvez partager votre écran et votre présentation parce que toutes les présentations ont disparu du système, si Pas de ça va pour souci. vous? Donc voilà, je vais vous présenter donc ici Tania Mahamari du CIRB qui va nous présenter le plan d'appropriation numérique, comment augmenter les compétences numériques de base des citoyens. Donc voilà, je vous passe la parole. Donc vous pouvez utiliser le bouton share pour partager votre présentation et ainsi commencer. Voilà, super. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup, et merci pour l'invitation, ici à cet événement pour présenter le plan d'appropriation numérique. Donc voilà, je m'appelle Tania, je suis coordinatrice inclusion numérique pour la région de Bruxelles-Capitale. Je travaille au sein du donc le centre d'informatique pour la région, bruxelloise, et au sein d'une cellule, qui comprend, pour l'instant 3 personnes, pour travailler, à plus d'inclusion numérique au sein de la région. Ik ben Franstalige en zal meestal mijn voorstelling in het Frans doen, maar de PowerPoint is tweetalig. Dus als er vragen zijn in het Nederlands, aarzel niet de vragen op te stellen. Tout d'abord, avant du plan d'appropriation numérique, je voulais faire un petit rappel de qu'est-ce qu'était la fracture numérique. Donc, quand on parle de fracture numérique, il y a plusieurs degrés. On parle de fracture numérique ou d'inégalité numérique. Le premier degré de cette inégalité numérique, c'est une égalité d'accès. Actuellement, 10% de la population belge n'a pas de connexion Internet à la maison. Et si on prend uniquement la part des ménages ayant un faible revenu, ce pourcentage monte à 30%. Il y a un deuxième degré, un degré qui concerne les compétences. Ici, on sait, via plusieurs études, que 32% de la population belge se dit avoir de faibles compétences informatiques et 8% sont non utilisateurs d'Internet. Ça veut dire que on considère qu'il y a 40% de la population belge qui a de faibles compétences informatiques. Si on ramène ce pourcentage à Bruxelles, à la région bruxelloise, ça fait quand même 400 000 personnes qui ont de faibles compétences informatiques. Au niveau du troisième degré, là, on parle du degré de l'usage, l'utilisation des services essentiels en ligne. La 44 à 60% en fonction du service dont on parle n'utilise pas les services essentiels en ligne. Quand on parle de services essentiels en ligne, on parle de e-banking, on parle de e-health, on parle de prendre un rendez-vous chez le médecin en ligne, on parle de faire sa déclaration fiscale en ligne, etc., etc. Donc ici, entre 44 et 60% de la population belge n'utilise pas les services essentiels en ligne. Tous ces chiffres, qui sont quand même assez importants, ont poussé la région bruxelloise à s'investir dans des politiques et des stratégies pour plus d'inclusion numérique en région de Bruxelles-Capitale. Cette stratégie régionale, elle a commencé en 2019 avec un premier plan d'inclusion numérique, avec l'élaboration la mise en place d'une coordination inclusion numérique, la mise en place aussi d'un groupe de travail inclusion numérique qui réunit actuellement environ 150 acteurs issus du secteur public, du secteur privé, du secteur académique. Et quand j'entends le secteur privé, c'est aussi bien le secteur associatif, les acteurs de terrain que des entreprises privées, des gros groupes bancaires, etc. Et on a également en 2019 créé un label des espaces publics numériques reconnus par la région de Bruxelles-Capitale.
Le groupe de travail, il a travaillé ensemble à l'élaboration d'un nouveau plan. Un plan pluriannuel qui va donc de 2021 à 2024, qui est le plan d'appropriation numérique. Ce plan a été créé vraiment de manière multipartite, c'est-à-dire que l'ensemble des membres de ce groupe de travail ont travaillé ensemble sur ce plan d'appropriation numérique. Ce plan d'appropriation numérique, il est quand même assez ambitieux. Il comprend 66 actions réparties en 4 axes. Et ces 66 actions vont être menées par toute une série d'acteurs au sein de ce groupe de travail et au sein du comité de pilotage pour l'inclusion numérique en région de Bruxelles-Capitale. Ces acteurs, ce sont aussi bien le CIRB et la coordination inclusion numérique au sein du CIRB, mais aussi des acteurs comme Easy Brussels, comme Axiris, comme Bruxelles Formation, comme les EPN et Caban, vraiment les espaces publics numériques, le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique. Également, Digital City participe à certaines actions dans le cadre de ce plan. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est un plan multipartite et que donc on a tous un rôle à jouer pour avoir plus d'inclusion numérique au sein de la région. Comme je le disais, 66 actions qui sont réparties en 4 axes avec 17 chantiers. Pour mener ce plan, nous avons un budget annuel de 900 000 € par an que la région a réussi à débloquer et que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre Bernard Clairfailly, a réussi à dégager pour avoir plus d'inclusion numérique en région de Bruxelles-Capitale. Si je vais vous présenter ce plan dans les grandes lignes, de ces 66 actions, on a déjà lancé plusieurs chantiers actuellement. Pour vous donner une petite idée, pour le moment, la coordination inclusion numérique, on est sur une quarantaine de projets en parallèle, quarantaine de projets qui seront menés donc comme je l'ai dit, jusqu'à 2024, mais qui montre que en fait, on essaye vraiment d'être très, très actif pour essayer d'augmenter les compétences IT de base des citoyens en région de Bruxelles-Capitale. Le premier axe, c'est un axe qui s'appelle sensibiliser. Il y a 3 chantiers dans cet axe, de la sensibilisation au grand public, de la sensibilisation au sein des administrations et tout ce qui concerne le label et le label des EPN. La sensibilisation au grand public, c'est vraiment essayer de faire comprendre aux citoyens on ne demande pas à tous les citoyens de devenir des geeks ou des informaticiens et de venir travailler au centre d'informatique pour développer toute une série de logiciels. On demande aux citoyens d'acquérir des compétences IT de base, pouvoir utiliser la souris, pouvoir utiliser un ordinateur, un laptop, pouvoir faire des recherches sur Internet. Et ce, parce que ça va améliorer sa vie. Ça va pouvoir faciliter ses démarches administratives. Ça va pouvoir faciliter sa prise de rendez-vous chez le médecin. Ça va pouvoir faciliter sa recherche d'un numéro de téléphone en ligne, etc., etc. Donc, que ce soit pour sa vie privée, mais que ce soit aussi pour sa vie professionnelle. Faire un CV, rechercher un emploi, postuler pour un emploi, tout cela, ça se fait en ligne actuellement. Et si on n'a pas de compétences IT de base, on ne peut pas y arriver. Donc, vraiment sensibiliser le grand public à ces à ces différents objectifs. Sensibiliser aussi au sein des administrations. Les administrations, il y a des administrations qui sont en contact fréquent avec le public et qui peuvent du coup être sensibilisées à la fracture numérique pour pouvoir mieux les aider, mieux les rediriger. Également sensibiliser au sein même des administrations parce que le confinement a pu nous montrer que même au sein des administrations, certains travailleurs étaient eux-mêmes en fracture numérique. Et alors tout un travail au niveau de la labellisation. Ici, je vous ai mis quelques actions que nous menions. Actuellement, on a organisé tous des webinaires et des formations pour les fonctionnaires publics. Easy Brussels est également en train, avec les RAP, de faire toute une série de parcours de formation pour les fonctionnaires avec des kits de formation sur certains services. On essaye également d'augmenter le nombre de PN labellisés. En 2019, ils étaient au nombre de 17. Maintenant, nous sommes 20. On essaye de renforcer les liens aussi entre communes, EPN, mais également entre
toutes les structures associatives qui ont émergé et qui travaillent aussi au niveau de la fracture numérique. On a fait une européenne et on a fait des recommandations au secteur, on a participé à certains événements, on a lancé également une campagne de communication qui a permis d'envoyer à tous les Bruxellois avec un toute boîte des flyers reprenant toute l'offre de services au sein des EPN. Donc, par commune, on a référencé tous les espaces publics numériques qui sont présents. Et donc, à chaque piliers. Je vais juste vous donner un aperçu des différents acteurs qui travaillent au sein de ces piliers, sachant que le CIRB est vraiment censé chapeauter l'exécution de ce plan, mais qu'on ne travaille pas seul pour exécuter ce plan. Le deuxième axe, c'est l'axe fédéré. Cet axe nous permet de pouvoir émettre des recommandations, de pouvoir travailler sur des régulations, comprend aussi tout le travail de la coordination régionale, de l'écosystème que nous sommes en train de construire au sein de la région, et comprend également tout un volet d'évaluation, baromètre, des études également pour pouvoir juger et jauger l'évolution des compétences IT des citoyens. Alors ici, nous sommes en train de travailler sur une ordonnance qui s'appelle le Brussels Digital Act. C'est une ordonnance qui est écrite pour l'instant par l'Agence de simplification administrative. Et dans le cadre de cette ordonnance qui va pousser à la digitalisation des services publics, il y a un paragraphe pour l'inclusion numérique. Donc oui, pour digitaliser les services publics, mais oui également pour s'assurer que ces services publics restent accessibles à tous les citoyens. Nous sommes également en train de faire tout un testing de services publics qui sont déjà numérisés, tels que MyActiris et Irisbox, pour voir dans quelle mesure on peut émettre des recommandations inclusives, on peut modifier ces services publics pour qu'ils soient plus accessibles à l'ensemble des citoyens. On développe également un package technique pour les développeurs IT de manière à pouvoir leur permettre, quand ils développent de nouveaux services, d'être le plus inclusif possible, donc avec tous des principes de inclusive by design. Il y a également tout le travail de la coordination inclusion qui permet d'avoir une synchronisation aussi entre les différentes régions, d'avoir un échange de bonnes pratiques. Il y a des choses qui se font en Flandre avec par exemple tout ce qui est Digibank actuellement. Il y a des choses qui se font également en Wallonie et c'est notre rôle également de pouvoir amener toutes ces initiatives sur Bruxelles également. On est en train de créer un écosystème très très large des acteurs de l'inclusion numérique. Pour vous donner un petit exemple, ce groupe de travail à l'époque, donc en 2019, ne comprenait qu'une trentaine de personnes. Maintenant, nous en sommes à près de 150 qui sont des représentants de toute une série d'acteurs. Donc, on est vraiment en train d'essayer de créer un écosystème le plus large possible. Et donc, on mène également des études ou on fait des baromètres de manière à pouvoir évaluer nos actions et également éventuellement pouvoir les adapter. À nouveau, les acteurs qui vont contribuer à l'exécution de cet axe et de ce plan. Alors, le troisième axe, c'est un axe qui concerne les acteurs de terrain et qui va permettre d'outiller ces acteurs. Alors, dans les acteurs de terrain, historiquement, on pense aux espaces publics numériques, qui sont des espaces où on a accès à un ordinateur, accès à un accompagnement et accès à des formations. On a pu se rendre compte ici avec la crise sanitaire que nous avons vécue, enfin, que nous vivons toujours actuellement, que il y a de plus en plus d'acteurs de l'inclusion numérique. En fait, tout le terrain associatif a dû se repenser, a dû se diversifier et offre également une sorte d'accompagnement au public qu'ils accompagnent. Je pense par exemple aux associations d'accompagnement des seniors ou des personnes en situation de handicap qui ont dû un petit peu voilà, se réinventer et offrir également de nouveaux services.
Pour équiper ces acteurs et pour les outiller, il y a aussi bien de l'équipement matériel, donc équiper les acteurs de première ligne en leur fournissant du matériel informatique. On a également tout un système de partage d'outils didactiques et de mise à disposition de plateformes d'e-learning. On est également en train de mettre en place toute une série de formations train the trainer pour les aidants numériques, pour les animateurs multimédia. On a également essayé de mobiliser certains financements européens et régionaux. Et alors, il y a tout un travail qui est effectué pour l'instant sur l'encadrement de cette profession d'aidant numérique. Parce que vous le savez, quelqu'un qui accompagne un citoyen à faire ses démarches administratives en ligne va avoir accès à toute une série de données qui sont des données personnelles, des données confidentielles, comme le mot de passe de sa carte d'identité ou le montant disponible sur son compte en banque. Et donc, on est en train d'encadrer cette fonction pour s'assurer qu'il n'y ait pas de travers et que les données des citoyens soient toujours euh, respectées. Alors, également, toute une série d'acteurs qui contribuent à l'exécution de cet axe. Et enfin, le dernier axe, c'est un axe qui s'appelle accompagner. Alors ici, nous avons essayé de cibler 6 publics qui nécessitent un accompagnement spécifique. On n'accompagne pas les chercheurs d'emploi comme on accompagne les jeunes ou comme on accompagne les seniors. Chacun a des besoins différents et donc il y a des actions différentes qui vont être menées par rapport à chacun de ces publics. Ces 6 publics, ils n'ont pas été inventés comme ça, hein, donc ils ont été vraiment. On a tiré cela de toute une série d'études, puisque la fracture numérique, elle est due à plusieurs variables, que ça soit des variables de niveau de revenu, que ça soit l'âge, le genre, etc., etc. Et donc, on a 6 publics cibles, que ça soit les chercheurs d'emploi, les jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap, les personnes précarisées et les femmes. Et donc, pour chacun de ces publics, nous avons défini une série d'actions spécifiques. On va bien sûr mener des appels à projets. On en a déjà fait un gros appel à projet avec la Fondation Roi Baudouin. Donc, il y a 390 000 € qui ont été versés à 30 associations différentes pour mener des projets avec des enveloppes entre 5 et 15 000 € à l'appel à projet Digital Brussels. Également, on continue le projet de Star Digital mené par Bruxelles Formation, une formation d'initiation bureautique certifiante qui est menée dans certains espaces publics numériques. Il y a une cartographie de l'offre de formation qui a été faite par Digital City et je les en remercie. On est également en train de faire toute une série de listings de formations extrascolaires, de listings sur les sociétés qui font du IT refurbished, etc., etc. Pour créer un annuaire de l'inclusion numérique qui sera distribué de manière très large. On est également en train d'équiper les écoles avec certains terminaux. On a également fait une étude sur l'utilisation de l'IT dans les écoles. Cette étude a été menée par Perspective. On a fait des actions dans les homes. On est en train de déclasser le matériel IT des administrations régionales et des cabinets ministériels de manière à pouvoir les redistribuer aux personnes le plus dans le besoin. On est également en train de créer des collaborations avec, par exemple, Women in Tech dans le cadre de la politique fédérale Women in Digital. Donc voilà, ici, à nouveau, un exemple d'actions, et c'est non exhaustif, qui sont prévues dans le plan pour pouvoir essayer d'augmenter les compétences IT de base des citoyens. Donc voilà. J'aimerais aussi signaler que ce côté multipartite, on essaye également d'avoir un côté très intersectionnel avec les autres organismes de la région. Donc,
au niveau du CIRB et de la coordination inclusion numérique, nous participons également à d'autres plans régionaux qui sont en train d'être élaborés ou qui ont été élaborés. Donc, que ce soit le plan monoparentalité, où il y a un volet numérique, il y a le plan gender mainstreaming, le plan ND streaming, également le plan de Women in Digital. Donc voilà, on essaie vraiment de participer à toute une série de plans en ayant toujours ce volet numérique et vraiment toujours cette vision qui est d'essayer d'augmenter un maximum les compétences IT de base des citoyens de la région. Voilà un petit peu pour les actions et je pense que j'ai terminé. Merci Tania pour votre présentation très instructive. Donc, je rappelle encore que pour la présentation, pour les questions, on y répondra dans la mesure du possible lors de la table ronde. Et si ce n'est pas le cas, on reprendra ces questions et on les enverra aux intervenants pour qu'il y ait un retour écrit. D'ailleurs, cependant, si vous souhaitez, vous les intervenants, répondre dans l'onglet questions directement, vous êtes bien invités à le faire si vous le souhaitez. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Franzens pour la prochaine présentation, on a eu un petit bug avant cette présentation et on n'a pas pu passer la vidéo de Madame Van Uffelen. Donc, on va la passer maintenant et puis je passerai la parole pour la prochaine présentation. Donc voilà, on va lancer la vidéo si c'est possible du coup. Voilà, donc pour la suite de cette conférence, je vais passer la main à Monsieur Jeroen Franzens, qui est Senior Expert Talent and Labor Market and Organization de chez Agoria. Il va vous présenter dans les 20 prochaines minutes le rapport Be the Change de Agoria. Je vous laisse la parole, Monsieur Franzens. Merci Christina, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Moi, je suis néerlandophone, je vais mélanger un peu les deux. En tout cas, les slides ont été rédigés en français et une partie de mes explications sera en néerlandais, l'autre partie en français. De meesten van jullie kennen mij misschien al. Ik heb juist even in de deelnemerslijst gekeken. Een beetje als het gezicht van de Be the Change campagne. Een campagne die eigenlijk sinds 2018 loopt en die de impact van digitalisering op de Belgische arbeidsmarkt in kaart probeert te brengen. Zowel in cijfers, welke jobs nemen toe in aantal, welke jobs nemen serieus af of verdwijnen zelfs. Maar ook in termen van competenties. Welk zijn de kerncompetenties in een digitaliserende wereld en waar moeten professionals de komende 10 jaar op inzetten. En ik wil u een beetje meenemen in die inzichten in de komende 15 minuten, in het komende kwartier. De kernvraag is, waar liggen de opportuniteiten in ons land? De eerste focus met Be the Change was eigenlijk een focus op hoe verandert digitalisering onze arbeidsmarkt. Ici, on est en train d'élargir un peu le scope. On aimerait anticiper et pouvoir analyser quelles seront les conséquences de plusieurs changements dans l'économie belge. Donc, dans les années qui viennent,
on va aussi se focaliser sur tout ce qui est le mouvement vert et la durabilité, par exemple. J'insiste quand même à vous expliquer comment on a constitué ce programme Be the Change. Quels sont les piliers, quelles sont les données à la base de notre étude. C'est important de bien le comprendre. Be the Change se base sur 3 analyses. Tout d'abord, on a rassemblé des données pour déterminer ou pour faire l'état des lieux de notre marché du travail. On sait donc qui travaille, dans quelle région, dans quel secteur et dans quelle fonction. Et sur base de ces données, on les a combinées avec les prognoses de croissance économique de notre pays. Des données qui nous ont été fournies par le bureau de plan, la Banque nationale de Belgique, CDFOP, qui est une base de données européenne. Et donc, sur base de ces prognoses, on a pu estimer quelle sera l'évolution de la demande de main-d'œuvre entre aujourd'hui et 2030. De nouveau, région par région, secteur par secteur et fonction par fonction. Je vous donne un exemple après. Donc, premier pilier, l'évolution quantitative de notre marché du travail. Deuxième pilier de Be the Change, aussi une étude ou une analyse plutôt quantitative, mais elle parle sur la disponibilité des personnes sur notre marché du travail. Donc là, on a mesuré qui est actuellement disponible sur notre marché du travail et sur base de notre démographie, politique de migration et autres, qui sera disponible en 2030. Troisième étude, troisième pilier, l'analyse des compétences clés dans un monde qui est en train de changer et qui est en train de changer très, très vite en fait. Donc là, on a élaboré une méthode qui nous permet d'analyser les besoins à plusieurs niveaux et qui nous permet d'anticiper sur les besoins de demain, mais ça, je vous l'explique après. Ce slide pour donner une impression de la granularité des données dont on dispose. Ici, j'ai fait une sélection des experts numériques actifs, tous secteurs confondus, en Belgique et à Bruxelles. Et ce que vous voyez devant vous, c'est aussi l'estimation de l'évolution de la demande pour ces experts numériques. Vous voyez en bas de ce slide qu'en Belgique actuellement, nous comptons 180 000 personnes avec le profil d'un expert numérique. Nous estimons que cette demande va augmenter et sera plus ou moins 240 000 personnes en 2030. Je répète, des profils d'experts numériques, tous secteurs confondus. Donc, tous secteurs confondus, on s'attend à une croissance de 52 000 experts numériques pour la Belgique. Pour Bruxelles, actuellement, on est à 46 000 experts numériques, tous secteurs confondus. Là, les attentes sont une croissance et une évolution à 57 000 experts numériques en 2030, donc une augmentation de plus ou moins 11 000 profils experts numériques dont on aura besoin, tous secteurs confondus, à Bruxelles entre aujourd'hui et 2030. En bleu foncé, j'ai calculé un peu les chiffres rien que pour le secteur d'éthique. Et là, pour la Belgique, on s'attend à une croissance de plus ou moins 20 000 personnes dans les secteurs d'éthique entre aujourd'hui et 2030. Et pour Bruxelles, à une croissance de plus ou moins 3 700 personnes entre aujourd'hui et 2030, experts numériques dans le secteur d'éthique. Et ce slide me
me fait penser à plusieurs questions, surtout sur le groupe cible de cet écosystème qui est Digital City Brussels. Hein. Donc là, je me demande, voilà, pour qui est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille pour les 13 800 experts numériques actifs dans l'éthique? Est-ce qu'on aide à chercher les 3700 profils dont on aura besoin? Est-ce qu'on est là pour les 46 000 experts numériques, tous secteurs confondus? Est-ce qu'on aide à activer des experts numériques, tous secteurs confondus? Et ce que vous ne voyez pas dans ce slide, peut-être que notre groupe cible est tout le monde. Est-ce qu'on est là pour garder à jour les compétences des quelques 720 000 personnes actives à Bruxelles? Hein? Donc ces chiffres me font penser au débat du groupe cible principal de cet écosystème Digital City Brussels. Bien entendu, avec ces chiffres sous la main, on aimerait influencer un peu hein, ceux qui doivent prendre les décisions. On parle aussi à d'autres secteurs sur base de nos chiffres parce que c'est clair qu'une certaine mobilité intersectorielle devrait s'organiser. On a des services pour entreprises et bien sûr, on s'adresse aussi aux citoyens et on espère qu'ils prennent en main leur propre carrière pour le futur. Et quelle est la situation actuelle pour la Belgique? À la vitesse de croissance économique actuelle, nous allons créer 300 000 emplois supplémentaires entre aujourd'hui et 2030, tous secteurs confondus. Et cette création d'emplois pourrait avoir un impact sur notre PIB de 133 milliards d'euros. Donc les défis sont déjà gigantesques. Ceci dit, on se retrouve dans une situation qui n'est pas très favorable, c'est-à-dire la demande de travailleurs augmente, tandis que l'offre de personnes disponibles diminue légèrement. De l'autre côté, on a constaté une demande croissante des compétences, surtout des compétences numériques. Donc voilà la situation actuelle devant laquelle on se retrouve. Mais le gouvernement est plus ambitieux. Le gouvernement veut que 4 sur 10 aura un emploi, aura un job en 2030. Et tant Agoria que l'équipe Be the Change soutient ce défi. Ce défi est pertinent pour que les pensions et la sécurité sociale restent stables, mais aussi elle est pertinente parce qu'on aimerait impliquer le plus de personnes possible dans notre prospérité. Mais il faut traduire ces 80% de taux d'emploi. Hein. Donc ça veut dire quoi? Il va falloir créer 600 000 emplois pour arriver à ce taux de 80%. Et il va falloir trouver 600 000 personnes bien qualifiées pour exécuter les jobs. Et pour nous, pour moi en tant qu'expert, il y a 2 conditions de base pour pouvoir réaliser cette ambition. Le mot est déjà revenu dans la présentation de Tania, que j'ai beaucoup apprécié, hein, donc fédérer. Il faut fédérer les efforts, il faut créer des coalitions pour ne pas réinventer la roue, mais pour bien augmenter notre visibilité et notre efficacité. Et c'est notamment Saskia van Nuffelen qui met ses épaules sous plusieurs initiatives, hein, DigiSkills Belgium, qu'elle vient de lancer le 18 novembre. Et je suis aussi très content de se retrouver souvent autour de la table avec les gens de Digital City, mais aussi avec les gens
du CIRB. Il faut continuer ou éventuellement même renforcer les collaborations derrière. Aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur la deuxième condition. Il faut mettre le mot compétence, les skills au cœur du débat pour les gouvernements, pour les secteurs, pour une entreprise et dans le plan de développement personnel d'un individu. Parce que notre société est en pleine mutation et toutes ces mutations, tous ces changements auront leur impact pour le marché du travail. Et donc, il ne s'agit non seulement de la numérisation ou de la digitalisation, mais aussi tout ce qui est le mouvement vert et durabilité, la santé, le vieillissement de la population, la mondialisation, tous des aspects qui auront leur impact sur notre marché du travail. Un aspect très important que j'aimerais vous expliquer, le upskilling, la mise à jour des compétences n'a pas un but strictement individuel. On a toujours tendance à dire, pour rester relevant dans votre job, il faut mettre à jour vos compétences. Il y a aussi un but collectif dans tout ce qui est upskilling, mise à jour des compétences. Je vous explique. Actuellement, on a une pénurie de profils hautement qualifiés. Et sur base des chiffres, on peut constater qu'on ne va pas résoudre ce problème, ce défi dans les 10 années à venir. Donc, il faut faire de toutes les personnes actives en cours de route des personnes hautement qualifiées. Si je représente le marché du travail comme une échelle, als ik de arbeidsmarkt eventjes voorstel als een ladder, en als we zouden uitgaan van een situatie waarbij iedereen zich vasthoudt aan zijn of haar niveau, dan zouden alle mensen die vandaag niet actief zijn, om op onze arbeidsmarkt te geraken, over die mensen heen moeten springen. En dat is heel weinig realistisch dat gaat gebeuren. Donc, il faut créer une sorte de mobilité ascendante sur notre marché du travail pour faciliter les personnes actuellement inactives de trouver une entrée sur notre marché du travail. Om aan goed competentiebeleid te kunnen doen, om de toekomst van de competenties, de huidige vraag van de competenties, maar ook de toekomstige vraag goed in kaart te kunnen brengen, zijn er voor mij 4 pijlers die we in een ecosysteem moeten verzorgen. Om te beginnen moeten we op elk moment in de tijd wereldwijd de vraag naar competenties kennen. Wij moeten op een bepaalde manier in al die vacatures overal ter wereld weten wat er aan competenties precies gevraagd wordt. Dat is een eerste sine qua non. Een tweede sine qua non is de vraag naar competenties. Die moeten we vertalen naar een eenvoudige taal. We moeten die reduceren en we moeten die behapbaar, verteerbaar maken. En we moeten de gevraagde competenties aan de brede bevolking kunnen présenteren. Donc, un premier exercice de traduction, réduire le nombre de compétences demandées et les traduire en langage très simple. Et avec cette image, avec cette analyse, il faut s'orienter au grand public. Troisième pilier, deuxième exercice de traduction, est plutôt cette analyse générique ou plutôt générale dans le premier pilier, il faut la concrétiser en langage plus spécifique de l'entreprise. Dus op dat niveau moeten we eigenlijk samen gaan zitten met bedrijven
om te zeggen, ja, oké, programmeren, wat betekent dat precies in uw praktijk? En daar moeten we vaststellen dat de standaarden, le tronc commun devient de plus en plus petit. Dus we zullen altijd ons opleidingsaanbod ook een stukje meer op maat van de bedrijven moeten uittekenen. Vierde en laatste pijler. We moeten ook durven naar de toekomst kijken en als sector of als kennisecosysteem, zoals Digital City, moeten we in een vroeg stadium al de competentievraag van nieuwe technologieën in kaart brengen. Wetende dat, om een opleidingscircuit uit te rollen, je toch al vaak 1 jaar tot 2 jaar bezig bent. Donc, dans le cadre de tout ce qui est l'éthique ou la numérisation, on devrait peut-être investir dans l'informatique quantitique, in the quantum computing, si on veut vraiment être avant-gardiste dans ce domaine-là. Je vais devoir clôturer, Christina, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, donc Agoria a élaboré des exemples pour chacun de ces 4 niveaux. Vous l'aurez la présentation qui sera mise à disposition par Christina après. La seule chose que j'aimerais encore vous expliquer, on a fait des analyses pour le grand public qui nous montrent quelles sont actuellement les compétences les plus demandées, tous secteurs confondus, sur le marché du travail belge. On s'est aussi formé une idée sur les compétences qui gagneront en importance dans les 10 années à venir. Et profil par profil, on a des fiches qui montrent quel est le taux de digitalisation actuellement et quel sera le taux en 2030, sur quelles compétences faudrait-il se focaliser. Mais ces fiches, ou au moins une série d'exemples de ces fiches, vous seront envoyées par Christina, donc la présentation vous sera envoyée. Je vous remercie. Merci Jeroen pour cette superbe présentation très intéressante. Je vais donc maintenant passer la main à notre prochaine intervenante qui est Stéphanie Permans du Sephora, qui va nous présenter une présentation sur les employés et l'acquisition des compétences numériques. Je vous laisse la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Mais donc, comme Christina vous l'a dit, je suis Stéphanie Permans, je travaille chez Sephora depuis 8 ans et je suis en charge du département de production des formations. Alors, je dois juste m'habituer un petit peu avec les slides, désolée. Voilà. Alors, juste donc pour vous expliquer un peu comment je vais structurer mon intervention. Donc tout d'abord, je vais vous toucher un petit mot de ce qu'est et ce que fait Sephora. Ensuite, je vais également vous expliquer quel est notre axe de travail à l'heure actuelle par rapport aux compétences digitales. Et puis, nous regarderons ensemble vers l'avenir. Et je clôturerai ma présentation en abordant les compétences qui sont également nécessaires pour appréhender le changement justement lié au digital. Alors, que fait Sephora aujourd'hui ? Sephora, c'est le centre de formation de la commission paritaire 200. Alors, qu'est-ce que c'est la commission paritaire 200 ? C'est un ensemble de secteurs, mais qui reprennent des fonctions, des métiers plutôt liés aux services. Donc, vous allez retrouver des secteurs comme l'auto-école, la construction, mais également l'IT. Alors, Sephora représente 60 000 entreprises et 500 000 employés en Belgique. Donc, nous sommes présents tant en Flandre, sur Bruxelles, mais également en Wallonie. Et la mission de Sephora, c'est de former les employés de la CP200 aux compétences du monde de demain. Alors, c'est une mission qui est importante, qui est également assez ambitieuse. Les employés de la CP200, comme je vous disais, ils sont 600 000, donc leurs besoins sont très hétérogènes. Nous avons aussi pour ambition d'aider les chercheurs d'emploi
et l'idée est effectivement qu'ils viennent en CP200 travailler. Et nous offrons aussi des formations et un coaching pour les personnes qui ont été récemment licenciées de la CP200. Alors, Sephora vient justement de conclure une nouvelle convention collective de travail pour 2022. Et je vous en ai repris un extrait ici parce que, effectivement, c'est en lien avec notre thématique et ça cadrera bien l'action de Sephora par rapport aux compétences numériques. Donc, voici l'extrait. Donc, une attention particulière est accordée à la stimulation de la formation pour les métiers en pénurie, au déploiement de l'apprentissage mixte, au développement de la culture de l'apprentissage en général, à l'acquisition de compétences numériques et à l'acquisition de compétences pour les emplois de demain. Et en conclusion, les partenaires sociaux s'inscrivent en faveur de l'élargissement de l'offre de formation au numérique au sein de Sephora. Et donc, ce que je vais vous expliquer là tout de suite, c'est ce que Sephora a fait jusqu'à présent pour augmenter les compétences digitales des employés de la CP200. Et ensuite, j'aborderai avec vous ce que nous ferons à partir de 2022. Alors, il y a deux axes de travail dans notre stratégie de développement des compétences digitales, former par et pour le numérique. Tout d'abord, pour le numérique, comment nous procédons ? Eh bien, dans notre catalogue de formation, à l'heure actuelle, vous allez retrouver deux grandes thématiques. Une première thématique qui est plutôt destinée aux employés qui ont un métier technique dans l'IT. Et donc, vous voyez ici le top 3 des formations les plus plébiscitées à l'heure actuelle en Belgique. Donc, vous voyez qu'on a effectivement le langage SQL, mais nous avons également des formations en business analyse ou alors en TCP, qui est un protocole de gestion de données. Ensuite, à côté de cette grande thématique qui est plutôt donc destinée, comme je le disais, à des fonctions purement IT, vous avez toute la partie Office Tools. Et donc, ce n'est pas très étonnant qu'effectivement, ces trois formations soient les plus plébiscitées pour le moment, puisqu'on connaît un contexte de télétravail. Mais donc, les outils collaboratifs sont effectivement les plus plébiscités pour l'instant, ainsi que des notions pour mieux gérer le télétravail au quotidien. Je vous ai également repris des formations que nous proposons sur Bruxelles en collaboration avec Digital City. Et donc ici, vous voyez un peu la même tendance, c'est qu'on a effectivement un mix entre des formations plutôt techniques et des formations transversales avec Power BI, par exemple, de la suite Office. Ici, il est important également, je pense, de noter qu'on a des formations qui font le lien justement entre le business et l'IT pur et dur. C'est important au sein d'une entreprise que les deux se comprennent et c'est souvent un défi. Donc là, c'est ce que nous proposons à l'heure actuelle pour les employés et donc pour les former aux compétences du numérique. Je ne sais pas, oui, vous voyez toujours bien mes slides. Okay. Maintenant, chez Sephora, nous formons également par le numérique. En 2020, quand la pandémie a débuté, nous étions sur le point en fait d'acquérir un Learning Management System et donc nous avons un peu précipité nos projets pour le rendre actif. Et donc, à quoi cela nous sert ? Cela nous sert à proposer des formations que l'on appelle des formations augmentées. Alors, je m'explique. Donc, une formation chez Sephora est toujours composée d'un moment synchrone. Donc, c'est ce que vous voyez ici en mauve. Le moment synchrone peut être online ou peut être en présentiel. Ce moment synchrone est l'endroit où le formateur et où les participants vont pouvoir échanger, poser leurs questions, être formés. Mais évidemment, on sait que pour apprendre et pour pouvoir transférer les compétences apprises en formation, il faut du temps, il faut tout un contexte. Et donc, nous avons pris la décision chez Sephora de créer 2 moments asynchrones qui viennent encadrer le moment qui est ici en mauve. Donc, le premier moment ici, le start, le premier moment asynchrone, c'est la partie où le formateur va pouvoir analyser les besoins du participant sur la plateforme via différentes activités. Et donc, ça permet d'engager le participant dans son trajet de formation. Et ensuite, après le moment synchrone, vous avez également un moment où on espère justement augmenter le transfert des compétences sur le lieu de travail. On espère que l'employé va pouvoir retirer
l'essentiel de son trajet de formation pour pouvoir justement augmenter ses compétences avec cette logique d'upskilling dont Jeroen vient de nous parler. Donc ça, c'est ce que nous proposons donc, pour les employés. Pour les chercheurs d'emploi, on travaille un peu de la même manière. Donc, pour les chercheurs d'emploi, on travaille également donc, nous travaillons avec des partenaires. J'ai cité ici ceux avec lesquels nous travaillons sur Bruxelles, Bruxelles Formation, Bicode, Interface 3, InBrussels, etc. Mais donc là, on forme au numérique. On accompagne les chercheurs d'emploi dans l'acquisition d'un métier purement IT, comme développeur, data scientist, mais également cyber security développeur, etc. Et donc, là, nous sommes vraiment sur des trajets de formation plus longs, mais qui visent l'acquisition de compétences techniques. À côté de cela, chez Sephora, nous ne formons pas que les chercheurs d'emploi à des métiers techniques IT. Il y a tout un ensemble, il y a tout un catalogue. Et dans les différents trajets de formation, nous avons opté pour l'insertion d'un module que l'on intitule « Module de transformation digitale ». Alors, que font les participants durant cette transformation digitale durant ce trajet. Donc, c'est 3 jours. La première journée, le participant va pouvoir découvrir des concepts comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les datas, etc. Le deuxième jour, on va voir comment ces concepts impactent sa formation et donc en tant qu'apprenant, comment cela va l'impacter. Et le troisième jour, on va voir avec lui comment ces concepts vont impacter sa future fonction dans son nouveau métier. Et donc, c'est une approche que Sephora a choisie pour justement conscientiser tous les participants, tous les chercheurs d'emploi aux compétences numériques de base qu'il faut pouvoir acquérir pour bien augmenter ses compétences, mais également mieux fonctionner au quotidien, mais également dans son rôle de citoyen. Et donc là, je fais référence à ce que Saskia, par exemple, expliquait tout à l'heure. C'est une responsabilité sociétale, je pense, de la part de Sephora, de vouloir également augmenter les compétences de base en termes digital de tout un chacun. Alors, en 2022, quelles sont les évolutions que nous pouvons apercevoir ? Alors, on l'a pratiqué, tous les intervenants l'ont cité, nous sommes dans un monde en transition, dans un monde où il y a de nombreux changements. Et chez Sephora, nous en avons dénombré 4 pour pouvoir guider nos product managers dans le développement de leur formation. Donc, l'objectif des formations chez Sephora, c'est de permettre l'upskilling, de permettre la mise à jour de compétences dans 4 grands domaines. Domaines liés à la transition écologique, transition économique, et donc là, on pense bien à la relance économique post-Covid. Nous pensons également aux métiers en pénurie. Ensuite, il y a également la transition numérique et la transition du monde du travail. Et là, je fais référence aux New Ways of Working, mais également aux conflits générationnels sur le lieu de travail, à l'allongement des carrières, la question du financement des pensions, etc. Il y a de nombreux enjeux actuellement dans la sphère professionnelle. Alors, une autre action que Sephora mène et continuera à mener surtout à l'avenir, c'est justement le cross-sector dont parlait Saskia tout à l'heure. C'est de travailler avec Agoria et d'utiliser leur outil qui est le DigiSkills Passport. Donc, Jeroen en a touché un mot tout à l'heure. Le DigiSkills Passport permet aux citoyens d'identifier les compétences digitales, numériques, qu'il a actuellement et qu'il devrait développer pour pouvoir encore être plus efficient. Et donc, notre objectif est de faire un matching entre le catalogue de formation de Sephora et le passeport d'Agoria. Et donc, concrètement, comment cela va se visibiliser ? Eh bien, le participant ira consulter le descriptif de la formation sur le site de Sephora et il pourra directement voir, identifier que telle compétence qu'il acquérirait au terme de la formation serait en lien avec le passeport qu'il aurait rempli sur le site d'Agoria.
Une autre action également que Sephora compte mener en 2022, c'est de structurer son approche, et en particulier par rapport aux compétences digitales, puisqu'on a fait le choix de ne pas forcément créer une thématique en particulier qui va former l'ensemble des participants de la CP200 au digital. Non, c'est plutôt un axe qui traverse l'ensemble des compétences. Et donc, on a catégorisé 4 types de compétences. Tout d'abord, les compétences transversales. Ces compétences transversales, ces fameuses soft skills, sont impactées par l'usage des outils digitaux. Si je prends l'exemple de la gestion du temps, votre gestion du temps actuellement est impactée par l'usage du smartphone, est impactée par les notifications Outlook, etc. À côté de ça, nous avons les compétences métiers. Le comptable d'il y a 20 ans ne travaillait pas de la même manière que le comptable d'aujourd'hui. Même chose avec le marketing, même chose avec HR. Il y a toute une série de data qui sont disponibles pour ces différents métiers. On va pouvoir mieux cibler son groupe cible grâce aux données. Et donc, effectivement, les compétences métiers, le cœur même de la fonction, est impacté par le digital. Troisième catégorisation, c'est les compétences, là, vraiment IT en tant que telles, les compétences techniques qui sont nécessaires à un développeur, à un codeur, etc. Et ensuite, la dernière partie, mais qui est très importante également chez Sephora, ce sont les compétences sectorielles. Les compétences sectorielles sont inévitablement impactées par le digital. Si je prends l'exemple de la construction, le BIM, c'est un outil qui va permettre à tous les corps de métier présents sur un chantier de visualiser le plan, d'utiliser la 3D pour bien comprendre quelle est leur action sur le chantier. Évidemment, et on le sait, les compétences digitales sont essentielles. Le changement est important et est impulsé par les nouvelles technologies. Et donc, à certains moments, il faut bien l'avouer, l'humain a parfois du mal avec ces changements, a du mal à capter la vitesse et l'utilité qu'il va trouver à titre personnel, le fameux « What's in it for me », donc l'utilité effectivement qu'il va trouver dans ces différents changements. Et donc, il y a 4 compétences qui ont été conseillées lors du World Economic Forum déjà en 2016. Ce sont les fameuses 4C. Ces 4 compétences permettraient de mieux appréhender le changement au sein de nos sociétés. Alors, il y a tout d'abord la compétence de la communication. Ensuite, il y a la compétence de la coopération. La 3e compétence est celle de la créativité. Et la 4e compétence est celle du sens critique. Et donc, chez Sephora, à travers notre catalogue de formations, vous n'allez pas spécialement retrouver une formation qui va vous développer votre créativité, par exemple, mais on va essayer à travers différents types d'activités et au sein de toutes nos formations de stimuler ces aptitudes, de stimuler ces compétences chez chacun de nos participants pour justement pouvoir l'aider à mieux appréhender les différents changements présents au sein de notre société. Voilà, alors si je devais résumer mon intervention en 3 grands points, le premier, c'est qu'il est important de former pour le numérique avec une attention particulière aux métiers en pénurie, mais également une attention à augmenter les compétences digitales de base de tout un chacun. C'est vraiment une responsabilité sociétale. Je pense que tous mes partenaires aujourd'hui ont cité et partagent cette idée. Ensuite, il y a un deuxième axe de travail, c'est de former par le numérique. Il n'y a rien à faire, on apprend toujours mieux en faisant. Et donc, c'est essentiel de mettre à disposition des outils digitaux pour pouvoir se former, avec un point d'attention par rapport à l'accessibilité, puisque on l'a évoqué tout à l'heure avec Tania, il y a encore une fracture numérique importante en Belgique. Et enfin, l'importance des 4C qui permettent de mieux appréhender les différents changements au sein de notre société. Et je terminerai ma présentation par la citation de Le Boterf, qui reprend, je pense, cette notion de compétence dont on a énormément parlé déjà aujourd'hui. Donc, c'est être compétent, c'est être capable de réussir avec pertinence et compétence dans une situation de travail,
activités à réaliser, problèmes à résoudre, projets à réaliser, etc. C'est mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources, connaissances, savoir-faire, comportement, mode de raisonnement, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie pour votre intervention extrêmement intéressante. Je vais donc passer la main à notre dernière intervenante de la journée qui sera Olivia Petito, directrice générale de Bruxelles Formation, qui va nous faire une présentation sur les chercheurs d'emploi et le développement des compétences digitales. Je vous passe la main. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, attendez, je partage simplement voilà, mon écran. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je ne vous vois plus du coup. Allô? Je ne vois pas votre... vous êtes toujours juste à l'écran? Oui, attendez, j'essaye pourtant, voilà. Ça ne fonctionne pas, c'est embêtant. Sinon, on peut projeter, vous avez l'ancienne version, parce que, bon, voilà, c'est pas grave. Samia me dit que oui, éventuellement. Oui, écoutez, oui, ça tourne, et ça ne fonctionne pas. Donc, je vais annuler. Ouais, bon, je vais vous laisser peut-être. Oui, ça tourne. Donc, voilà, on a l'ancienne version, si ça va pour vous. Oui, c'est pas grave. Voilà, je m'adapte. Pas de problème. Je vous laisse la parole alors. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci à l'équipe de Digital City pour cette organisation, évidemment, et cette initiative. Et merci aussi de m'avoir invité pour vous faire part, justement, de la contribution de Bruxelles Formation, service public de formation à Bruxelles, donc qui comporte une équipe de 600 personnes avec une majorité, évidemment, de formateurs et formatrices. Donc, m'avoir invité à, justement, vous partager comment nous souhaitons contribuer à la réussite justement de cet enjeu fondamental du développement des compétences numériques. Alors, 4 axes dans ma présentation. Le premier portera sur l'offre de formation, le deuxième sur le public formé et le public visé, j'y reviendrai. Le troisième, les employeurs, et le quatrième, enfin, le pôle formation-emploi, à savoir Digital City, et notre contribution justement à la réussite de ce merveilleux partenariat public-privé. Alors, l'offre de formation, donc vu que Bruxelles Formation est vraiment régisseur de l'offre de formation à Bruxelles, pour les chercheurs d'emploi, bien évidemment, eh bien, elle est résumée dans ce schéma pour 2022 en tout cas. Donc, tout passera au comité de gestion la semaine prochaine, enfin, je l'espère évidemment, mais nous avons l'ambition d'atteindre environ près de 29 000 places de formation, tant pour les chercheurs d'emploi que pour les travailleurs, comme vous le voyez sur le PowerPoint qui défile pour le moment. Donc, 22 600 places pour les chercheurs d'emploi, pas que dans le digital, j'y reviens tout de suite, mais quand même en grande partie dans le digital et dans le numérique, et aussi plus de 6 000 places pour les travailleurs. Alors, justement, l'offre de formation en 2021, donc, qui est toujours en cours par domaine de formation, elle comportait donc, dans un mouchoir de poche, j'ai envie de dire, les deux domaines de la gestion d'une part, on est dans un secteur, enfin, une région, une ville-région au niveau de Bruxelles qui comporte énormément et majoritairement du tertiaire, comme on l'appelle. Donc, c'est une économie de services et donc il est normal que tout l'aspect gestion, management et administration soit évidemment en première place. Et tout de suite après, nous avions encore cette année, donc le numérique. Et bien, pour 2022, figurez-vous que nous nous adaptons. Je vais peut-être revenir en arrière une seconde pour vous montrer à quel point nous nous adaptons. Vu qu'en 2021, l'ORECA, si vous le voyez, il était descendu évidemment dans l'offre de formation parce que ce secteur, évidemment, à ce moment-là, cette année-ci, a eu moins besoin d'offres de formation. Donc, on s'adapte, comme on l'a dit, on essaye d'être les plus agiles possible en réponse aux besoins du marché de l'emploi. Et donc, pour 2022, c'est bien pour ça que, secteur autre évidemment, mais que l'ORECA est remonté et que la gestion, le management et l'administration, dans lesquels il y a évidemment beaucoup de numérique également, monte encore en flèche, et le numérique reste en deuxième position, de manière assez stable d'ailleurs par rapport à 2021, parce que c'est vrai qu'on reste encore un petit peu prudent
par rapport à la situation de pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, évidemment, toujours confrontés. Nous espérons en sortir tous le plus rapidement possible, mais nous sommes quand même, je dirais, réalistes par rapport à la situation qui est la nôtre. Alors, le domaine du numérique, eh bien, comme vous le voyez, c'est bien le deuxième domaine de formation professionnalisante au niveau de la régie de Bruxelles Formation. Elles sont évidemment, ces compétences numériques, intégrées dans toute une série d'autres domaines. Donc, je parlais de tout ce qui est gestion et management, mais aussi tout ce qui est ressources humaines, donc, qui viennent d'être évoquées par l'intervenante précédente, donc du Sephora, donc Stéphanie. Mais donc, il est clair qu'on est là-dedans, on est en plein dedans et on est prêt à encore développer les choses, comme Jeroen l'a évoqué aussi, donc pour préparer l'avenir ensemble au sein du PFE, et j'y reviendrai également. Alors, on a aussi différentes formes de testing des compétences numériques, c'est important de le souligner, parce que, outre évidemment l'outil bien utile qui est développé au niveau d'Agoria, nous utilisons déjà aussi, tant pour les chercheurs d'emploi que pour tout travailleur qui souhaiterait en bénéficier. Donc, sur notre site, au niveau de Bruxelles Formation, il y a, et donc ça n'est en aucun cas concurrent par rapport au test d'Agoria, il y a plusieurs tests qui existent évidemment, et nous sommes en fait un centre agréé au niveau de Bruxelles Formation pour tous les tests TOSA développés par Isograd. Et donc, il est clair que là, donc tant dans les compétences Office, suite Office, tout ça, donc il y a énormément de certifications qui sont possibles, qu'au niveau des compétences digitales, donc un peu comme un passeport numérique, si vous voulez, qui est reconnu donc au niveau européen, donc qui est produit. Il y a des tests TOSA, environ 1000 tests TOSA qui sont passés tous les jours dans le monde, dans 12 pays différents dans le monde, et ça augmente un petit peu tous les jours. Donc, il est clair que vous êtes les bienvenus sur le site de Bruxelles Formation pour aussi aller tester vos compétences numériques, pour l'information aussi, parce que quand on est un service public, il faut en tout cas essayer d'être les plus exemplaires possibles. Nous avons fait passer ce test volontairement à nos travailleurs, donc à nos 600 membres du personnel, et ma foi, les résultats, tant en termes de participation que de résultats, étaient bien à la hauteur, voire au-delà de nos espérances. Donc, vu qu'on a dépassé les 95% de participation, donc c'était volontaire, et on est à un résultat qui est environ de 3,7 sur 5, donc ce qui est une moyenne évidemment. Donc, nous avons de nombreux experts au niveau de Bruxelles Formation et du personnel de Bruxelles Formation, ce qui est important, parce qu'évidemment, si on veut former aux compétences numériques et transmettre ces compétences, il faut pouvoir les maîtriser soi-même. Et là, on peut dire qu'en tout cas qu'au niveau du personnel pédagogique, il y a vraiment un bon niveau de compétences. Et je vous dis, là, c'est vraiment tout le personnel qui l'a passé. Donc, on est content en tout cas de ce résultat. Et on a un programme de formation, évidemment, en regard des résultats qui ont été obtenus dans ce certificat. Et donc, c'est vraiment l'amélioration continue qui est au pouvoir en la matière. Et c'est aussi un test grandeur nature pour pouvoir en faire bénéficier les chercheurs d'emploi dans la foulée. Donc, c'est bien l'ambition que nous avons au niveau de Bruxelles Formation. Et donc là, notre offre de formation, elle est organisée via plusieurs centres de Bruxelles Formation. Donc, BF Digital, qui est au cœur de Digital City, évidemment, qui travaille en partenariat étroit et commun. Donc, nous ne faisons plus qu'un, je dirais, avec le pôle formation emploi, mais aussi BF Espace Numérique, donc qui s'occupe de l'offre de formation en ligne, donc la formation en ligne qui vient d'être évoquée aussi par le Sephora bien légitimement, donc formée par le numérique, et BF Métiers Urbains, qui est plus en lien avec un public plus éloigné du marché de l'emploi également. Et donc là, qui accompagne les chercheurs d'emploi à la réussite dans le cadre de partenariats, notamment avec Bicode, Molengeek, etc. et d'autres partenaires. Et donc là, dans l'offre de formation, donc nous avons une ligne qui est pure IT, on va dire, donc, où là, il y a des personnes bien plus, je dirais, aguerries que moi sur les big data et l'intelligence artificielle, etc., qui sont ici autour de la table. Et enfin, on a aussi toute une offre qui comporte tous les domaines du digital média. Et je vais y venir justement.
Le cadre commun de programmation de l'offre est ici repris. Alors, je l'ai volontairement, donc c'est sans doute un petit peu illisible comme ça à l'écran, et je vais le passer assez rapidement, mais je veux quand même vous le montrer, parce que c'est un cadre commun de programmation. Celui-là, c'est celui de 2021, donc de l'année en cours. Celui de 2022 va sortir tout début 2022, parce qu'il doit d'abord passer à notre comité de gestion, donc la semaine prochaine. Mais sachez déjà qu'il sera présenté globalement de la même manière, qu'il sera disponible sur notre site internet et qu'il reprendra vraiment session par session et formation par formation les partenaires qu'il regroupe, les places, les heures que cela représente. Donc, c'est vraiment une photographie en début d'année de l'offre de formation. Et donc, il y a une dizaine de pages, hein, donc elles arrivent. Présentée. Et là, j'ai envie de souligner à quel point nous dressons cette offre de formation, nous l'identifions dans le cadre du PFE, donc comme c'est écrit à l'écran. Nous identifions formation par formation quelles formations répondent à des métiers dits en pénurie. Et là, nous sommes en dialogue avec Acteris pour pouvoir identifier également les métiers porteurs d'insertion, nouvelle notion donc au niveau d'Acteris et de la région bruxelloise. Et nous identifions à chaque fois aussi qui sont les opérateurs et les partenaires de nos formations. Et donc là, je pense que c'est vraiment un outil, en tout cas, qui se veut être très, très large, qui intègre aussi, au-delà de l'offre de formation régie par Bruxelles Formation, 2 autres opérateurs, à savoir la formation PME et donc l'EFP, ainsi que le VDAB Bruxelles. Donc, notre volonté, c'est vraiment d'aller encore au-delà et de tendre la main aussi au sein du bassin à l'enseignement qualifiant, afin justement de pouvoir avoir un outil qui montre vraiment toutes les possibilités de développement des compétences, hein, et on sait bien qu'on en a beaucoup parlé ce matin, du développement des compétences dans le numérique, donc à Bruxelles. Et donc, vous allez voir, vous avez vraiment, donc dans la première page, je reviens juste en arrière, vous avez les déterminations ciblées métiers. Donc, c'est vraiment une aide au positionnement des personnes qui se posent des questions sur leur envie ou non, finalement, de se lancer dans les compétences, le développement des compétences numériques en termes de métier véritablement. On a tout ce qui s'appelle la préformation, donc qui prépare à la formation qualifiante, parce que vu parfois les compétences de base de nos chercheurs d'emploi, eh bien, il y a des besoins de développement d'abord d'une préformation avant de se lancer dans les formations qualifiantes. Et là, vous avez vraiment toute une série de formations qualifiantes qui sont chez nous, donc l'opérateur Bruxelles Formation, BF, ou auprès de nos partenaires, donc notamment l'EFP, les OISP, donc les organismes d'insertion socio-professionnelle, qui eux se chargent de chercheurs d'emploi qui sont déjà un peu plus éloignés du marché de l'emploi. Et donc, vous avez toute une série ici d'offres de formation, donc qui sont particulièrement, je dirais, multiples et variées, hein, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, et donc du web designer au technicien PC réseau, qui trouve d'ailleurs encore beaucoup de boulot, et donc il y a de très bonnes sorties positives évidemment, vu que c'est un de nos critères d'évaluation de la qualité de la formation. Donc les personnes retrouvent évidemment du boulot après être passées entre les mains de Bruxelles Formation ou de nos partenaires, évidemment. Et alors, quand il est mis BF Digital City, ça c'est vraiment dans les locaux du pôle formation emploi Digital City que cela se passe. Donc, on a énormément de partenariats, on a du perfectionnement aussi, et on a de la validation des compétences également qui se fait dans le pôle formation emploi Digital City. Donc voilà, donc l'offre, elle est vraiment variée et elle est évolutive. Nous avons aussi une offre de formation pour les travailleurs, et là, évidemment, le Sephora est dans nos partenaires évidemment privilégiés. Nous avons aussi une offre de formation au niveau du VDAB qui est reprise dans le cadre commun de programmation, dont une partie s'exerce, se produit au niveau de Digital City, dans ces locaux. Alors ici, vous avez l'offre de formation telle qu'elle se traduit et qu'elle vit et qu'elle est accessible, donc à la fois sur le site de Digital City, bien sûr, mais
aussi sur le site de Dorifor, donc c'est la base de données régionale d'information sur la formation. Ça figure aussi sur le site de la Cité des métiers, donc on essaye de rendre l'offre la plus accessible possible et j'ai bien noté que Saskia Van Uffelen donc était tout à fait disposée à accueillir toute l'offre sur DigiSkills Belgium, donc nous n'y manquerons pas. Tout existe en open data via Dorifor, donc on va tout partager évidemment avec Digital Skills Belgium. Donc nous avons aussi toute une partie d'offres de formation, comme j'ai dit, qui est de la formation en ligne disponible tant pour les travailleurs que pour les chercheurs d'emploi. Tout est gratuit encore jusqu'à la fin de l'année pour les travailleurs. Donc, on est en train de voir si on peut se permettre ou pas de continuer quand même à faire bénéficier les travailleurs d'une offre de formation gratuite pour la suite, je dirais pour 2022 et les années suivantes. Donc là, c'est encore une discussion à finaliser, je dirais, avec notre ministre de tutelle, M. Claire Failly. Et par ailleurs, donc vous dire que le cadre commun de programmation, donc c'est bien une offre qui est régie par Bruxelles Formation, à laquelle on adjoint, donc je vous l'ai dit, le VDAB et le FP, mais aussi ça vit. Donc cette offre, elle vit, elle évolue et elle est accessible évidemment sur nos sites Internet. Alors, pour la deuxième partie de la présentation, et je vais un petit peu accélérer, je vous rassure, les deux autres parties sont plus courtes, c'est le public visé et le public formé. Alors aujourd'hui, en tout cas en 2020, mais le public est assez similaire finalement, même s'il est un peu moins nombreux par la force des choses en 2020, le public est assez similaire aux autres années, c'est-à-dire qu'on forme majoritairement dans le domaine du numérique des hommes, plutôt jeunes, plutôt diplômés de l'enseignement supérieur ou à minima qui ont du secondaire supérieur, des chômeurs de moins longue durée que dans d'autres secteurs ou domaines de formation et qui sont de plus en plus, je dirais, domiciliés ailleurs qu'à Bruxelles et de nationalité belge. Voilà. Donc, c'est un public qui est un petit peu différent des autres domaines d'activité, qui est un peu plus, je dirais, qualifié, entre guillemets, donc qui est un peu moins précarisé, donc tant mieux pour lui. Mais donc, notre public visé, du coup, reste quand même un public un petit peu plus féminin. Donc, on va mener encore et toujours des actions pour amener plus de femmes dans le numérique. Et aussi nous adresser de plus en plus évidemment à un public qui est moins scolarisé, à des chômeurs de plus longue durée. Alors nous sommes évidemment au service des employeurs, donc les employeurs sont nos partenaires, sont nos usagers aussi en tant que service public et on est convaincus, on a toujours été convaincus à Bruxelles Formation du fait qu'une formation attire d'autant plus de monde qu'elle est portée par justement des employeurs qui engagent au bout du chemin. Et donc là, c'est vrai que plus on a d'employeurs qui sont prêts à s'engager, à engager en fin de parcours de formation, mieux c'est. Dans le contrat de gestion de Bruxelles Formation, nous avons d'ailleurs un engagement qui est pris et qui vise à ce que nous co-construisions une offre de formation avec les partenaires employeurs qui sont prêts à s'engager. C'est ce qu'on a fait pour celles et ceux qui étaient là lors de l'inauguration et le lancement en ligne de Digital City. C'est ce que nous avons fait tous ensemble et réussi tous ensemble, donc avec les partenaires de Digital City, donc au service de Fujitsu. Et je pense que là, c'est un modèle évidemment du genre, mais ça n'est pas le seul. Et si vous le voulez, je peux vous proposer de regarder peut-être une petite vidéo avant de revenir à la présentation. Là, je fais un peu appel à l'équipe. Est-ce qu'on regarde la vidéo maintenant ou en conclusion? Là, je fais un peu appel à l'équipe de Digital. Oui, on va lancer la vidéo. C'est en cours. Dans un monde en pleine évolution, tu es une exception. Tu as trouvé un métier qui a du sens, un métier qui œuvre à ton avenir et au nôtre. L'électricité se répand dans tous les domaines de notre vie. Et tu veux être une actrice d'un monde en pleine mutation. Tu ne connais pas la routine. Tes journées ne se ressemblent pas et tu découvres tous les jours des nouvelles choses et des lieux différents. Tu fais des rencontres avec des personnes de tous niveaux. Ta créativité est ta prise d'initiative et bien ton quotidien. Après une formation de 13 mois, tu es devenu autonome financièrement.
Et tu t'épanouis dans ce métier si complet. Tu impressionnes et tu as pu gagner le respect de tes collègues par tes compétences. Tu as osé une formation hors du commun. Interface 3 t'a apporté les prérequis exigés par cette formation et la confiance nécessaire pour t'intégrer dans ce secteur professionnel jusqu'à présent très masculin. Bruxelles Formation t'a formé afin que tu puisses décrocher un emploi et développer toutes tes compétences techniques. Veolia t'a donné la chance de réaliser ton rêve et t'a proposé un stage qui a abouti à un contrat de travail. Si toi aussi, tu veux ressourcer le monde, inscris-toi dans ce parcours de formation. Voilà, merci beaucoup pour ce partage. Donc, voilà, même si c'est dans un autre secteur professionnel, évidemment, que cette formation se déroulait, c'est une formation d'électricienne industrielle, vous l'aurez compris, eh bien, enfin, moi, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager, non seulement parce que ça allie justement un partenaire qui est très présent dans la formation numérique, à savoir Interface 3, et qui est vraiment spécialisé dans la formation des femmes dans ces métiers dits d'hommes, d'une part, mais d'autre part aussi parce qu'on est capable de faire la même chose, évidemment, dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, j'en appelle justement aux employeurs pour pouvoir se lancer ensemble dans de telles initiatives. Et pour ce faire, au sein du pôle formation emploi, donc Digital City Bruxelles, pour nous, notre vision des choses sur Digital City, c'est bien que c'est une équipe multipartenariale, donc qui a la vocation justement d'unir les forces, de faire beaucoup plus ensemble que séparément. Et pour nous, l'enjeu capital, c'est vraiment celui-là, c'est de mettre le développement des compétences, et on l'aura compris, c'est un enjeu d'avenir pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Donc, nous devons réussir ensemble. Et l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir Agoria, Bessie autour de la table, non seulement au niveau du CA, de l'AG, donc de tous les organismes, les organes d'administration, pardon, et de réussir justement cette ambition d'allier justement les forces au service des Bruxellois en amenant évidemment plus encore d'employeurs et d'employeuses bruxelloises et bruxellois à s'intéresser aux compétences du digital et surtout aux compétences de nos chercheurs d'emploi. Je suis convaincue, en effet, qu'il y a énormément de potentiel et de développement des compétences. Donc, on a, et j'en terminerai par là, 40% des chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris qui le sont sur base de diplômes étrangers non reconnus. Là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences aussi en matière de numérique, en matière de digital. Et donc, nous voulons être évidemment des partenaires de poids et mettre toutes nos compétences justement pédagogiques au service des compétences numériques actuelles et futures des Bruxelloises et des Bruxellois en partageant les bonnes pratiques et en travaillant véritablement ensemble au développement de nouveaux projets porteurs de résultats et de réussite. Donc, c'est vraiment le cercle vertueux dans lequel on veut s'inscrire aujourd'hui à Bruxelles. Voilà, je vous remercie. Merci Olivia pour votre présentation. Voilà, ça conclut ce cycle de conférences. Je tenais à remercier tous les intervenants qui ont présenté des choses qui donnent vraiment matière à réflexion. Je vous invite à nous rejoindre d'ici une petite dizaine de minutes sur le Livestorm de la table ronde. On vous a remis dans le chat le lien pour vous y inscrire si vous ne l'avez pas fait précédemment et si ça vous intéresse. J'ai vu que dans les questions, je remercie d'ailleurs les intervenants d'avoir répondu à toutes vos questions normalement. Donc voilà, on se retrouve dans 10 petites minutes sur le lien du débat. Bonne journée.